Et vos parents, donc, ils fuyaient la Russie? Alors, mes parents étaient des aristocrates russes. C'était des grands propriétaires en Ukraine, mais grands propriétaires, hein. 300 000 hectares. Ah Il ouais. fallait 3 jours à cheval pour traverser les propriétés. Donc, ce sont ceux qui ont vraiment tout perdu à la Révolution. Ils se sont enfuis. Mon père, par Odessa, sur un bateau qui a rejoint l'armée française, la flotte française. Et ma mère, très tragiquement, traversant le Dniestre à la nage, avec des bijoux cousus dans sa robe. Enfin, des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Et donc, ils se sont retrouvés en France parce que les Russes étaient très, très francophiles, surtout dans la bonne société. Ils parlaient français déjà chez eux. Et ils avaient une petite maison à Antibes qui a sauvé la vie de mes parents. Ils étaient cousins. C'est pour ça que je suis un peu dégénérée, parce que c'est un mariage consensuel. Il a fallu l'autorisation de l'archevêque pour qu'ils se marient. Ils se sont mariés à Nice. Et puis, c'était la dèche, terrible. Ma mère faisait des bouquets qu'elle vendait dans les églises. Enfin, bon, c'était... Et puis, un beau jour, est arrivée cette proposition au Maroc. Et mon père, qui était ingénieur agronome, avait une grande spécialité. C'était les arbres fruitiers. Ça s'appelle la pomologie. Il était pomologue. Et il a eu cette proposition au Maroc. Ça les a sauvés. Parce qu'ils ont retrouvé au Maroc les grands espaces de l'Ukraine. C'est là où vous êtes né déjà. Je suis née, mes parents avaient eu mes 2 sœurs, et on espérait, 10 ans plus tard, un garçon. Toute ma vie, j'ai été le garçon qu'ils n'ont pas eu. C'est-à-dire? Quelqu'un qui porte l'honneur de la famille. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelles circonstances votre papa a disparu, en fait? Alors, mon père avait eu un fils d'un premier mariage qui était entré dans l'armée. Qui était votre demi-frère? Mon demi-frère, Yurik. Il s'est enrôlé et il est parti à la guerre. La veille de l'armistice, il a été tué par un sniper sur le front en Allemagne. Votre Mon demi-frère. père n'a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Il a attrapé le typhus et il est mort lui-même 3 mois après. Donc ma mère, en l'espace de peu de temps, a perdu les 2 hommes de la famille. Même si l'enfant de 5 ans ne comprend pas le concept de la mort, mais le fait de voir une maman qui est triste tout le temps, ça a quelles conséquences dans la personnalité de cette petite fille? Il fallait que je la protège. Il fallait que je sois non seulement à la hauteur de ses espérances, mais aussi que c'était très dur. On était fauchés, je ne peux pas vous dire. Et alors, elle a eu ce panache extraordinaire que seule une femme russe peut avoir. Elle a dit Paris. Mes filles ne seront pas des petites provinciales. Et elle nous a ramenés à Paris dans une dèche totale. D'abord en Mais banlieue, à Bagneux. Bagneux, une petite maison. Et quels souvenirs vous avez de cette vie en banlieue, à l'école et tout ça? Alors, j'avais pas les robes que je voulais. J'avais pas. J'aurais bien voulu avoir un vélo alors que les autres n'en avaient pas moi. Mais je n'ai pas vécu dans le dénuement intellectuel. Chez nous, quand même, on écoutait de la musique classique. Ma mère parlait un français formidable. Elle parlait aussi l'allemand, l'anglais, le russe. Ma mère avait un sens de l'humour extraordinaire. C'est-à-dire que je crois qu'il n'y a que dans la pauvreté qu'on rigole. On rigole bien quand on manque de tout. Et alors, une chose nous tenait. L'amour, bien sûr, l'amour. Mais l'ambition. Essayer de faire des choses plus grandes que soi. Et ça, je pense que c'est une sorte de particularité des émigrés. Parce que déjà, être accepté dans un pays qui n'est pas le tien, déjà, c'est une gageure. Et donc, en plus de ça, réussir et faire mieux que les autres, c'est C'est un moteur. voilà, une espèce de carburant extraordinaire pour l'existence. À quel moment la comédie rentre dans votre vie, en fait? Alors, j'avais une prof de français, Madame Varinguien, je m'en souviens encore, j'étais au lycée Marie Curie, et qui m'a dit, très tôt, j'avais 13 ans, 14 ans, elle m'a dit « Vous serez comédienne ». Qu'est-ce que vous vous dites quand elle dit ça? Je me dis que c'est moi qui lui ai donné l'idée. C'est moi qui... Non, mais quel tempérament. C'est Un fan. tempérament. Mais oui. Ah ouais. C'est-à-dire elle m'a observée, elle a vu que j'avais une certaine aptitude, que j'apprenais les textes facilement, que j'avais une façon personnelle d'interpréter les choses. Et donc, c'est pas elle qui a décidé, c'est moi. Donc c'était naturel et évident pour vous quand elle dit ça? Je sentais bien qu'il y avait un monde où les choses étaient un petit peu plus libres, où c'était plus facile d'entrer, malgré le handicap d'être une immigrée, d'être pauvre, même, vous savez, je m'appelais Marie-Madeleine Gagarine. Alors, je peux te dire, j'ai eu droit à margarine, saccharine. Donc, première chose, le premier film, j'ai changé de nom. Que l'adolescente que vous êtes est bien dans ses baskets. J'étais pas inconfortable parce que j'avais une puissance qui était mes origines. C'est-à-dire? Le fait d'être à part, d'être une aristocrate russe,
Même désargenté. Désargenté, mais mine de rien, c'est une force. Même dans la dèche. Donc je n'ai jamais eu ce vrai problème d'identité, de me dire est-ce que c'est ma place, est-ce que c'est pas ma place. Je faisais ce que j'avais envie de faire. C'était pas tout à fait avouable de vouloir faire du cinéma ou du théâtre. Vous prenez des cours en cachette. En cachette. Et vous le cachiez à votre maman parce qu'elle aurait dit quoi? Parce que l'image d'une comédienne, d'une actrice à l'époque, c'était quoi? C'était l'idée que c'était loin de nous, surtout, que nous n'étions pas dans ce milieu et que j'avais pas d'entrée. Pour moi, c'était pas un métier. C'était un passeport pour le monde, un passeport pour la vie. Une aventure. Et j'ai vécu à une époque où il existait encore ces quartiers où on se rencontrait sans se donner rendez-vous. C'était Saint-Germain-des-Prés et Montparnasse. On rencontrait tout le monde. Les philosophes, les peintres. Alors j'ai connu César, Tinguely, Niki de Saint-Phal, Edgar Morin, Comme ça. Éric Rohmer. Mais comme C'était ça, genre le gars, il est à côté de vous Et au voilà. café. Salut, Voilà. vous êtes Niki. Et on allait, il y avait toujours un type riche qui nous invitait à dîner. Et donc on allait, j'étais championne de bebop. Tu savais ça, que j'ai dansé le bebop? J'avais une écharpe, je représentais la ville de Paris, qu'est-ce que tu crois? Mais alors, surtout, dans ces endroits-là, Et où vous avez appris le bebop, comment ça vient parce d'où que ça? j'aimais le jazz et qu'on allait au club du Vieux-Colombier, qu'on écoutait de la musique. Alors on était toute une bande. Et dans ce club, je dansais avec Guy Bedos, avec Jean-Pierre Cassel, avec Belmondo qui dansait pas très bien, mais quand même. Il y avait Polanski. Ils étaient tous étudiants. Donc les choses se faisaient comme ça. Au moment où vous vivez cette période-là d'insouciance, est-ce que vous avez une idée derrière la tête? Est-ce que vous dites « j'espère que je rencontrerai celui ou celle qui va tout déclencher » ou est-ce que vous vivez le truc et puis voilà, c'est juste chouette de vivre ça? Il y avait une sorte de liberté naturelle. Il n'y avait pas un plan. Nous étions les futures femmes d'aujourd'hui. Et de la c'est-à-dire- nouvelle vague, on ne le Et de la savait nouvelle pas vague. encore à ce moment-là. Voilà.